Dimanche 11 juin, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, une année record en termes de sécheresse. Les niveaux d'eau sont descendus à des seuils critiques pendant le carême. Pourtant, le réseau de distribution a tenu, peut-être les premiers effets de tous les travaux réalisés ces dernières années. Le championnat pour les Grandioles se poursuit. La 9e journée avait lieu ce matin au François. Une manche pleine de rebondissements, vous verrez. À 2 journées de l'épilogue, les lignes peuvent encore bouger. Et puis en fin de journal, le grand retour de l'Open de Scrabble. C'était ce matin au Centre international de séjour. Les 10 clubs encore en activité en Martinique étaient rassemblés pour cette manifestation qui était très attendue. 190 mm de précipitations sont tombées entre janvier et mars. Ce carême a été l'un des plus secs enregistrés ces 50 dernières années. Pourtant, il y a eu très peu de coupures d'eau sur le territoire. Les différents travaux engagés sur le réseau semblent porter leurs fruits. C'est le reportage de Franck Zozor, Marc Balsa et Patrick Janguito. Des images que nous n'avons fort heureusement pas vues cette année. Cette distribution d'eau sur la voie publique date d'il y a plusieurs mois. Franchement, moralement, c'est super dur. Moi, hier, j'en ai pleuré tellement j'étais à bout. J'ai une dame au téléphone qui était incapable de me dire quand est-ce que nous aurions l'eau. Elle m'expliquait qu'il y avait la sécheresse. Je remercie bien sûr les pompiers qui viennent remplir la citerne régulièrement. Dieu merci. Et pourtant, cette année, entre février et avril, il y a eu moins de précipitations que les années précédentes. Seulement 190,4 mm d'eau sont tombés sur la Martinique. Notre carême a été exceptionnellement sec, c'est historique. Et malgré cela, l'eau continue de couler dans nos robinets. Comment est-ce possible ? L'une des premières raisons, les réparations de Font-Saint-Jacques à Sainte-Marie et la casse de Séguineau au Lorrain. Un vrai feuilleton politique qui a duré près de 3 ans et qui s'est achevé en 2022. 2 tuyaux de diamètre 300 remplacés par un tuyau de 800. La distribution de l'eau passe de 18 000 à 25 000 mètres cubes d'eau par jour. Aujourd'hui, on est pratiquement en train de livrer pour permettre à près de 100 000 Martiniquais d'avoir un débit en eau supérieur. C'est donc la modernisation du réseau qui nous permettrait d'avoir de l'eau malgré une sécheresse exceptionnelle. La CTM a prévu d'investir 150 millions d'euros pour entretenir le réseau entre 2023 et 2028. Changer des tuyaux, un gros chantier qui prévoit le remplacement de 40 km de tuyaux dans le nord, 70 au centre, 50 dans le sud, 160 km de tuyaux d'eau potable seront changés. L'objectif de tout ça, l'objectif final, c'est d'arriver à une autorité unique de l'eau, mais avant d'arriver à l'autorité unique de l'eau, il y a une montée en compétence, une montée en gamme de l'ensemble des équipements du nord, du sud et du centre pour que tous les réseaux soient à peu près équivalents en termes de performance, en termes de nouveauté, en termes de rendement. Et puis, on arrivera naturellement à cette autorité unique de l'eau. 150 millions d'euros qui serviront aussi à équiper les réseaux de l'espace sud, région qui ne produit pas d'eau. De nouveaux réservoirs seront construits, les autres seront modernisés, les stations de pompage seront remplacées et des surpresseurs seront mis en place comme ceux-là, installés à Rivière-Salée l'année dernière. Leur but, propulser l'eau pour accélérer le remplissage des réservoirs. Et puis l'espace sud va innover en créant une nouvelle unité en tête de réseau. Ce qu'on appelle le réservoir de tête, c'est à proximité du captage de l'usine de Rivière-Blanche de 8000 m3. Mais lorsqu'il y a de fortes pluies, il y a un problème de turbidité de l'eau. Pour éviter cela, effectivement, pour ne pas perturber l'alimentation en eau, un autre réservoir va être construit. D'autres réservoirs plus traditionnels seront construits ou rénovés dans le sud, à Ducos, à Rivière-Salée, à Sainte-Luce, à Saint-Esprit et au Vauclin. L'autre objectif de ces modernisations, c'est de limiter les pertes. 40% de notre production d'eau se perd dans la nature. Diversifier sa production pour se maintenir sur le marché, c'est la stratégie du Moulin du Robert. Après 20 ans d'existence, l'entreprise continue d'innover. Des pâtes fraîches fabriquées localement, plusieurs dizaines de farines. La dynamique est née pendant le Covid, une période de forte demande en produits locaux. Caroline Antich-Martin et Marc Balsa. Ceci n'est pas une boulangerie, mais un laboratoire de recherche. Tous les jours, Rodolphe élabore ici de nouvelles recettes de farine qui seront, ou pas, commercialisées.
Le but, c'est de recréer les conditions d'un boulanger, chez un boulanger, pour savoir comment la pâte va se comporter, suivant les critères de qualité que nous avons déterminés au moulin. Aujourd'hui, Rodolphe teste la rustique d'antan, un mix de plusieurs farines fabriquées par la société et quelques ingrédients secrets. Ça va être plutôt destiné à faire des sandwichs en fait. Comme il y a le tour des gueules qui arrive, il y a la sandwicherie qui va beaucoup marcher. Donc là, c'est plus un pain qui est très savoureux, qui va accompagner les garnitures des sandwichs, donc plutôt pour du snacking. Direction le four, 20 minutes à 240 degrés et voilà l'essai du jour, prêt à être goûté. Moi je regarde l'épaisseur de la croûte, la mie comment elle se tient, si elle est élastique, j'ai différents critères par rapport à ça. Non, elle est bonne, elle est croustillante, elle est moelleuse à l'intérieur, elle n'est pas dure, tout ça, comme quand ça ne fout pas dans la bouche. Quoi. Donc voilà, ça, au niveau saveur, on a validé. Maintenant, moi, je sais que j'ai 2-3 petites choses à rectifier par rapport à la recette pour arriver à un résultat meilleur. Mais à 98%, cette farine elle est validée pour partir en commercialisation d'ici 15 à 20 jours. Une référence de plus pour l'entreprise. En l'espace de 2 ans, sa gamme est passée de la farine blanche basique à une vingtaine de farines pour les professionnels et une dizaine pour le grand public. On a voulu diversifier pendant la période de Covid, où on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas forcément toutes les variétés de farine autres que la farine blanche. Et on s'est rendu compte que, étant sur une île, avec les problèmes aussi de transport et autres, on ne pouvait pas tout avoir. Donc on s'est lancé grâce à, vous allez voir bientôt, le petit moulin qui nous permet de faire de la sarrasin, de la maïs ou des mix, on va dire, entre les deux farines blanches et sarrasin ou maïs, et aussi de la farine intégrale qui est beaucoup plus digeste que la farine pure blanche. Et les nouveautés ne s'arrêtent pas là. Depuis 1 an, la société fabrique également des pâtes fraîches, une première sur le territoire. Donc de la farine, on va incorporer un mélange d'œufs et d'eau qu'on va laisser tourner. Ça va pétrir, ça va faire une texture de crumble et on va pouvoir l'extruder. Donc c'est une vis sans fin qui va pousser la pâte, qui va la sortir, qui va nous donner les pâtes fraîches derrière. D'abord réservées aux restaurateurs, ces pâtes fraîches sont désormais vendues en grande surface. Avis aux gourmands, l'entreprise travaille déjà sur une gamme 100% locale de ravioles fraîches. Environ 470 médecins généralistes en Martinique, plus d'un quart concentrés sur la seule commune de Fort-de-France. Un projet de loi propose de réguler cette installation des professionnels dans les zones déjà bien desservies, au profit par exemple des déserts médicaux. Chez nous, beaucoup de professionnels s'opposent à cette idée. L'Union des médecins libéraux explique pourquoi à Nathalie Josse et Aurélie Treuil. Inacceptable. Les médecins libéraux montent de nouveau au créneau, car pour eux, la nouvelle proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux est une atteinte à leur liberté et ne démontre pas son efficacité. Que les territoires sous-dotés vont pouvoir peut-être bénéficier de médecins qui sont en nombre insuffisant. Donc pour faire face à ce manque de médecins, on va forcer ceux qui exercent déjà à travailler plus, à participer à des gardes même s'ils ont plus de 60 ans. Et on va leur dire d'aller travailler aux endroits où ils n'ont pas forcément envie de travailler. Et on court le risque d'aggraver le phénomène qui existe déjà, qui est la fuite des médecins. On a une population de médecins qui est âgée en Martinique, qui est plus âgée que le reste de l'Hexagone, avec beaucoup de médecins qui risquent de partir à la retraite. Et surtout, on risque de décourager les jeunes médecins de s'installer. Mais le problème pour l'Union des médecins libéraux reste la tarification des actes médicaux. Depuis 40 ans, les tarifs sont volontairement modérés et sont deux fois moins importants que le reste en Europe pour que les médecins travaillent plus, pour augmenter les actes et pour essayer de contrôler les dépenses. Et ce système de contrôle des dépenses, il a abouti à une diminution de formation des médecins et une diminution de l'offre de soins, puisque les économistes de la santé et les gouvernements ont cru longtemps qu'en diminuant l'offre de soins, on allait diminuer la demande, comme si en diminuant le nombre d'ophtalmologistes, on allait diminuer le nombre de cataractes, comme si en diminuant le nombre d'urologues, on allait diminuer le nombre de cancers de la prostate. On a une population vieillissante en Martinique qui a de plus en plus besoin de soins et on manque de plus en plus de médecins. Les médecins quittent l'île et ne sont plus renouvelés comme auparavant. Ce qu'ils réclament depuis bien longtemps est de revenir à une juste tarification des actes. Il faut que les médecins retrouvent une liberté, une dignité, qui demandent
les honoraires que coûtent réellement les actes. On a vu que pour une péridurale, 45 € pour un médecin qui va passer 1 heure de temps avec vous, qui va prendre des risques, qui va avoir besoin d'un aide, qui a besoin de produits, qui a besoin de vous expliquer son geste. On est complètement en dehors de la réalité. Ces derniers lancent donc l'alerte et espèrent que les élus de Martinique entendront leur opposition à cette proposition de loi. Direction la Guadeloupe à présent où un trafic de drogue a été démantelé sur le port de Jarry. En début de semaine, 7 personnes ont été mises en examen, placées en détention provisoire. Le résumé de l'affaire avec Franck Aristide. Après avoir été entendus par un juge d'instruction en Martinique, 7 des 14 personnes interpellées ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs. Elles ont immédiatement été placées en détention provisoire. Lors des investigations, d'importantes sommes d'argent avaient été découvertes, mais également des véhicules et des armes à feu. Toutes ces pièces à conviction ont été saisies. Le démantèlement de ce réseau s'était matérialisé mardi dernier avec l'arrestation de 14 personnes par les enquêteurs de l'Office anti-stupéfiants, de la Direction territoriale de la police nationale et du RAID à la fois en Guadeloupe et en région parisienne. Des individus qui, pour bon nombre d'entre eux, travaillent dans l'environnement du port de Jarry, notamment comme dockers, agents de sécurité ou manutentionnaires. Ce sont là les suites d'une information judiciaire ouverte par la juridiction interrégionale spécialisée. Pour le moment, les autorités estiment à 5 tonnes la quantité de poudre blanche en provenance d'Amérique du Sud qui aurait pu être expédiée par ce réseau vers l'Hexagone. Chez nous, il y avait de l'art japonais ce week-end aux archives territoriales, une exposition organisée par l'association Madinina Ikebana. L'association compte une 60aine de membres. C'est pour eux l'occasion de faire connaître cet art floral et peut-être susciter des vocations. Voilà, je vous laisse apprécier les images de cette exposition. Des nouvelles à présent de la chanteuse martiniquaise Maureen. Elle continue son ascension sur la scène internationale. Elle figure parmi les 9 nominés au BET Awards dans la catégorie meilleure nouvelle artiste internationale. La cérémonie aura lieu dimanche 25 juin aux États-Unis. Maureen était cet après-midi en escale en Martinique. Elle revenait d'un festival au Canada pour débuter une grande tournée en Europe. Entre deux vols, la chanteuse a accordé une interview à Aurélie Treuil. Écoutez. C'est une très bonne nouvelle. C'est pas rien pour moi les BET Awards, c'est les BET Awards quoi. C'est clairement plus de visibilité aussi et à l'international. Donc c'est un grand plus pour ma carrière et c'est une grosse source de motivation. À chaque fois, je découvre. J'ai eu l'Allemagne, le Canada. Après, là, je commence mes premiers festivals. Donc, j'ai fait la Wheel of Green. Le Canada, ça s'est super bien passé. Le Canada, c'était au Mural Festival. Et franchement, les deux, j'ai limite eu les larmes aux yeux. Je m'attendais pas à autant d'accueil autre part. Et franchement, ça fait plaisir et ça me donne la niaque de continuer à m'améliorer et d'aller encore plus loin pour pouvoir présenter de meilleures scènes de plus en plus. Cette réaction de Maureen qui était au micro d'Aurélie Treuil. Place à l'actualité sportive de ce dimanche avec d'abord la 9e journée de championnat pour les Grandes Yoles. C'était ce matin sur la plage du François avec un beau duel entre UFR Chamflore et Sarah Énergie Nouvelle. À 2 journées de la fin du championnat, il démontre que les jeux restent encore ouverts. Christophe Arnerin et Jean-Marc Kenenga. Très mauvais départ pour les Marinois de Sarah Autodistribution, coincés dans les voiles de la flottille arrière. Les hommes de Gianni Rémy, derniers, n'ont pas d'autre choix que de tenter de se dégager en tentant de tirer un bord à terre. On a fait un bord où il fallait qu'on se dégage. C'est vrai que ça nous remet en course, hein, donc on a tous su que le parcours allait être long, il fallait être patient. Et ce qui fait que ça nous donne un résultat très positif pour la première manche.
Une option risquée mais payante qui permet à l'embarcation marinoise de revenir au contact des 5 yoles de tête et surtout de son principal rival du jour, UFR Champflore. Mais les Robertins de Caracoli ne sont pas inquiets. Premiers à chacune des 3 bouées, ils filent en toute sérénité sur le parcours. Mais avant la dernière bouée, coup de théâtre, Gianni Rémy et ses hommes sont sur les talons de Félix Mérine. Il y a un bord que j'ai pas fait. Bon, pour moi, j'étais tellement loin devant que je me suis dit, bon, il va pas rattraper. En fait, quand c'était le bord à faire, je l'ai pas fait. Bon, ben, c'est moi, hein. Bon, maintenant, ils ont gagné. Bon, je bâche les skis. Franchement, ils ont été vraiment, vraiment meilleurs que nous. C'est lors de ce virement de bord que tout se joue. L'équipage de Sarah Autodistribution négocie la manœuvre avec quelques minutes d'avance. Cela suffira à faire la différence et à permettre aux Marinois de remporter la première manche de cette 9e journée de championnat. On a constaté que la yole, elle a évolué en rigueur, elle a évolué en qualité. Et je pour preuve le nombre de réclamations que nous avons sur l'année. Bon, c'est peu, le nombre d'accidents et tout ça, ça vient du travail que nous avons fait chez nous et aussi dans les associations pour que la navigation soit propre. Lors de la 2e manche de cette journée, Félix Mérine, revanchard, s'impose et remporte le Grand Prix du François. De quoi conserver le suspense intact pour les 2 dernières journées de championnat. Un championnat qui s'inscrit dans une série de rencontres jusqu'au Tour des Yoles qui marque la fin de la saison. On en parle avec vous, Alain Richard, président de la Fédération des Yoles rondes de Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, un mot sur la compétition. Il y avait 16 équipes qui ont répondu présent. L'an dernier, la flottille était tombée à 14. On peut dire qu'on est revenu à un équilibre ? Oui, l'an dernier, c'était exceptionnel. C'était une entente qui avait été souhaitée par 2 associations de la commune du Vauclin. Nous sortions du Covid et les associations avaient un peu de mal à redémarrer. Donc on avait autorisé de manière exceptionnelle cette entente. Et puis là, on est revenu à une flottille normale avec 16 embarcations qui disputent un championnat très, très achalandé. C'est une dynamique qui est encourageante pour le Tour des Yoles. D'ailleurs, c'est dans un peu plus d'un mois. Ouais. Où en est-on de la préparation ? Mais écoutez, là, nous sommes dans une suite de rencontres. Le Tour des Yoles, c'est quand même une mobilisation à la fois, une partie maritime, bien sûr. Nous sommes une compétition de voile, mais aussi une partie terrestre et aujourd'hui le ciel. Il faut gérer aussi les drones. Donc ça nécessite énormément de réunions avec les services de l'État, avec les services territoriaux, avec nos partenaires privés, etc. Donc c'est quand même 1500 personnes mobilisées chaque jour à l'organisation. Vous avez fait appel à des bénévoles d'ailleurs. L'appel a été entendu ? Oui, largement, et on s'en félicite. C'est vrai que le bénévole est quelqu'un de devenu très rare, je vais dire un élément rare. Et nous avons à peu près une vingtaine de personnes qui ont accepté de rejoindre notre organisation. Il s'agit pour nous en même temps parce que ceux qui aujourd'hui font partie de cette équipe de gestion ont plus de 20 ans d'expérience, donc des gens qui ont aussi envie de passer. Et surtout que la formation dure longtemps. Et la formation dure longtemps. Donc on est dans quand même une passation de savoir là aujourd'hui. Qui va s'étendre sur des années. Sur 3-4 années. C'est sur le terrain que ça s'apprend, à être commissaire, à être à la sécurité, et puis à toutes les missions qui sont autour de nous dans notre organisation. En termes de sécurité, comment ça va se passer quels seront les dispositifs qui seront mis en place ? On sait que l'an dernier, vous aviez opté pour les escadrons de gendarmerie. C'est toujours le cas. Il faut savoir que la sécurité est un élément quasiment principal. C'est quand même 40, 50 000, 60 000 personnes mobilisées jour. Donc c'est un élément qui coûte cher. C'est pas moins de 350 000 € qui sont mobilisés sur la sécurité. Mais ça va à la gendarmerie, aux forces de l'ordre, police nationale également, police municipale des communes, les sapeurs-pompiers, les secouristes, la gendarmerie en mer, gendarmerie en terre, enfin les médecins mobilisés également, le SAMU, etc. La SNSM est mobilisée autour de nous, donc les vigiles, les agents de sécurité, voilà. Il y a un certain nombre de départements, on touche pratiquement à tout, mais c'est un élément incontournable pour nous pour pouvoir réussir ce tour. Donc ça nécessite aussi de la mobilisation. Voilà. C'est un tour qui sera aussi basé autour de plusieurs actions, dont une envers les sourds et les malentendants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. C'est-à-dire que depuis 3 années, nous avons positionné le tour dans la lutte contre la production de déchets. Donc nous avons un certain nombre de partenaires, zéro déchet, et l'idée, c'est de protéger cet espace maritime que nous exploitons, mais aussi la terre. Et puis, cette année, il y aura quelque chose de particulier pour les sourds et malentendants qui seront à nos côtés
que nous allons intégrer dans notre organisation. De quelle manière? Comment? Alors, nous sommes en train de travailler là-dessus. Bon, il faut dire, bon, on a très avancé, là, le dossier est très avancé. Bon, maintenant, on reviendra vers vous, hein, bien sûr, obligatoirement, hein, le partenariat que nous avons, pour bien vous expliquer un peu comment ça va se passer. Mais ce sont des gens qui seront positionnés à nos côtés. Merci beaucoup Alain Richard, président de la Fédération des Yoles Rondes de Martinique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. On poursuit ce journal avec du football. La dernière journée du Flexible Foot Club avait lieu aujourd'hui au stade de Dillon. Les meilleures équipes locales rencontraient des joueurs de la Caraïbe, également de l'Hexagone, sous le regard de plusieurs stars internationales. Retour sur les temps forts de cette journée avec Christophe Arnerin et Jean-Marc Kenenga. Sur la pelouse du stade Pierre-Aliquer, deux des meilleures formations de moins de 13 ans qui s'affrontent en finale. En jaune, la sélection de la Guyane et en noir, les Saint-Laurentais du Var de la région PACA. Une confrontation inédite entre ces jeunes qui partagent la même passion du ballon rond. Si ce sont les Saint-Laurentais qui décrochent la victoire, ils en retiennent surtout la formidable expérience de vie offerte par la Flexible Cup. On a beaucoup appris en venant ici et c'était très bien. Quoi par exemple? On a appris à la solidarité et jamais rien lâcher. Ce matin, on n'était pas bien et aujourd'hui, on vient gagner cette finale. Un moment important aussi pour l'encadrement qui permet de jauger le travail effectué sur la saison et celui restant à faire avant que ces jeunes ne découvrent le jeu à 11. Découvert d'une nouvelle culture footballistique. Aujourd'hui, on a rencontré des équipes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique. Il y a pas mal de niveaux, il y a beaucoup d'intensité. Et pour nous qui venons de métropole, ça concrétise le travail qu'on effectue et surtout le fait de découvrir cette nouvelle culture qui est super intéressante et qui nous permettra de continuer à progresser. Le comportement. Parce que l'année dernière aussi, on était en finale. Mais aujourd'hui, on a un nouveau comportement. Et ça a été mieux. Et aussi, c'est une leçon pour peut-être dans d'ici 1 an, 2 ans, pour ceux qui vont venir, qui savent qu'il y a du travail à faire. Et mais de nous, en tant que coach, nous avons du travail à faire toujours. Et nous allons arriver. Moment clé aussi pour nos joueurs martiniquais qui se sont inclinés en demi-finale. Ils ont pu toucher du pied le rythme nécessaire pour envisager un parcours professionnel. Ça permet à nos joueurs qui tous n'ont pas la chance de participer à des tournois de ce niveau, de voir l'exigence de ce niveau, et notamment en termes de vitesse de jeu, en termes d'intensité de jeu, et surtout là, au niveau de la répétition des matchs sur 2 jours, ils voient à peu près ce que peut être leur vie si demain ils rentrent dans un centre de formation avec l'intensité quotidienne. La Flexible Cup, c'est le premier tournoi de football consacré aux moins de 13 ans qui réunit des régions d'outre-mer et de l'Hexagone. L'an prochain, les petites pépites ont rendez-vous en Guadeloupe. Les amateurs de Scrabble ont enfin renoué avec la compétition ce week-end. Le 24e championnat Open de Martinique a réuni 75 participants à Fort-de-France. Le dernier rendez-vous avait eu lieu en 2019 avant la pandémie et la reprise était très attendue. Delphine Bess et Stéphane Petitfrère. Jeu d'esprit, alliant culture personnelle et concentration, le Scrabble est un peu un monde à part. Lors d'un Open comme celui-ci, 5 parties sont disputées sur 2 jours. Chacune dure 2 à 3 heures. Merci de faire silence. Un exercice particulier que chacun, seul devant sa grille, vit de façon très différente. Il y a 75 participants, 75 caractères différents. Il y a des compétiteurs, il y a des personnes qui viennent pour voir du monde. Et tout ça, ça fait un mélange des objectifs différents autour d'une passion commune. Il y a des mauvais perdants. Exactement. Vous voulez dire qu'il y a des grilles qui volent de temps en temps? Il y a parfois des tables qui ont mal et des points aussi. C'est tout, voilà, c'est tout. Non, sinon ça va, on se calme. En compétition, l'on ne joue pas comme en famille. Vous jouez avec Roumanie, Égypte, Venezuela, Maroc, Italie 3 fois. Le Scrabble Duplicate est une variante où chacun joue les mêmes tirages en tentant de réaliser le meilleur score possible sur sa grille. Ils ont 2 minutes chrono. Madame, elle a arrêté la compétition déjà depuis quelques années et en fait elle m'entraîne plutôt. Voilà, donc c'est elle qui me fait les tirages et puis elle m'arbitre comme dans les conditions de tournoi. Voilà. C'est vous le coach pour monsieur? Exactement, le coach mental et physique pour la compétition. Très important. C'est de la pression qu'il faut gérer. Ce sont des émotions également. Moi, c'est vraiment, je se relâche, sans stress. Je ne me mets pas de pression. Je joue en compétition comme je joue à la maison, sans stress.
Cannes, Aix-les-Bains ou l'étranger, les scrabbleurs les plus passionnés ont une vie trépidante avec les tournois open, festivals, où des milliers de personnes se retrouvent habituellement dans des casinos. Mon premier championnat du monde, je l'ai fait à Paris, à la Porte de la Villette. Après, j'ai fait le championnat du monde, toujours dans la francophonie. Je l'ai fait Québec, j'ai fait le Maroc. Et mon dernier championnat du monde a été au Sénégal en 2008. Donc, franchement, c'est génial. Moi, je suis pas compétitrice. Moi, je veux que ça soit un plaisir. Je veux pas que ça soit une prise de tête. Et puis, je rencontre des gens avec qui on échange les mêmes passions. Voilà. Au mois d'août, une dizaine de Martiniquais qualifiés s'envoleront pour la Suisse et les 51e championnats du monde francophone. Et voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal. Un nouveau record de sécheresse a été enregistré cette année en Martinique. Très peu de pluie, des niveaux d'eau au plus bas, mais le réseau semble avoir résisté. Peut-être les premiers effets de tous ces travaux entamés ces dernières années. Voilà pour l'actualité locale. À tout de suite pour l'information dans le reste du monde.